Bonjour, nous recevons François-Xavier Froland, en direct de Buenos Aires, merveille de la technique. Vous avez été correspondant de RFI en Espagne, puis de France 24 et de TV5 Monde au Mali. Vous avez fait un très joli livre sur votre expérience malienne et au Venezuela. Donc, vous connaissez bien l'Amérique latine, vous parlez couramment espagnol. Quelle est l'ambiance là-bas, au lendemain de la victoire de Javier Milei aux législatives? C'était pas gagné d'avance, hein? Non, c'était pas gagné d'avance, et on peut dire que Milei est allé chercher cette victoire tel un Maradona de la politique, hein. D'ailleurs, on le compare souvent parce qu'il a un tel charisme, il plaît, il séduit beaucoup les jeunes, ce qui était le cas de Diego, hein, à l'époque du football, de la grande équipe d'Argentine. Et c'est vrai qu'il est allé glaner des voix dans les milieux populaires, chez les indécis, chez ces couches populaires qui voient en lui une espèce de, allez, on va sentir un peu un rédempteur, un homme de la Providence qui va les sauver de la crise économique sociale où se trouve l'Argentine depuis déjà plusieurs années, qui ne date pas de Milei, hein, qui date de l'époque des kirchneristes, hein, donc le pouvoir à gauche. Et donc, il est allé glaner ses voix et il a fait une campagne incroyable. On l'a vu chanter, vous avez peut-être vu ces images, du métal, hein, du hard rock. On l'a vu serrer des mains, embrasser des bébés. Enfin, il s'est donné à fond et ça a payé parce que c'était pas gagné. Il était parti un petit peu impopulaire dans cette campagne avec des mauvais, des mauvais faisceaux économiques, quelques cas de corruption qui restent à prouver, mais qui ont éclaboussé un petit peu son entourage. Donc, il revient de loin, mais c'est une belle victoire. Mais il s'est un peu caricaturé lui-même en homme à la tronçonneuse. Vous avez d'ailleurs réalisé un documentaire sur lui pour Public Sénat. Mais toutefois, dans un pays à la dérive, comme vous l'avez souligné depuis plusieurs décennies, il a, sinon relancé l'économie, au moins il a réduit l'inflation, drastiquement. Oui, parce que le taux d'inflation battait des records à l'époque du pouvoir à gauche, hein. On était à des 200, voire 2000% parfois. Donc, vous voyez, c'était quand même un pays très instable économiquement. On ne savait pas ce qu'on pouvait acheter le lendemain. Alors, il a apporté cette stabilité qui est importante, hein, pour les Argentins, qui leur permet maintenant d'aller faire leurs courses en sachant qu'ils peuvent s'acheter avec autant de pesos du beurre, du lait, des légumes, etc. Donc, c'est pas rien, c'est très important dans un pays qui s'était habitué malheureusement à vivre au jour le jour, et c'est très angoissant. Et Donc, il a assez rapporté. pays assez anxiogène et assez criminogène. Il y avait des enlèvements fréquents. Oui, alors après, on est en Amérique latine, malheureusement, je dirais que c'est quelque chose d'assez banal sur tout le continent. Pour avoir vécu au Venezuela, je peux vous dire qu'il y a d'autres pays qui battent des records. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est un pays, alors quand même, qui a un grand savoir-vivre. On vit relativement bien, c'est un pays d'infrastructure. L'Argentine, on s'imagine toujours que c'est le tiers-monde, mais pas du tout. L'Argentine, c'est une véritable petite, ça pourrait être une véritable petite puissance. D'ailleurs, c'est à ça vers lequel tend Milei, c'est de lui redonner son faste du 19e siècle, la fin du 19e, début 20e, où c'était une des premières puissances du monde. Le marché argentin, on vendait la viande. C'est un pays très riche avec des ressources naturelles qui intéressent, hein, le monde entier, les Français, les Américains évidemment, le lithium, le gaz, le pétrole. Donc c'est un pays riche avec des infrastructures, mais qui connaît des crises à répétition. Les Argentins se sont habitués à vivre comme ça, mais c'est vrai qu'ils commencent à désespérer et attendre des jours meilleurs. C'est un chèque en blanc, hein, qu'ils ont donné à Milei. Mais quand même, il est allé chercher un peu l'aide des États-Unis. Le président américain Donald Trump, qui a peut-être pas envie qu'ils connaissent le même sort que Bolsonaro, lui a accordé une aide de 20 milliards de dollars, je crois. Puis les entreprises américaines, sous la houlette de la Bank of America, ou je ne sais plus quelle banque, lui ont donné à nouveau 20 milliards. Il a obtenu une aide puissante des États-Unis. Oui, alors c'est vrai que son économie qui allait mieux, il a réussi à assainir l'État, les finances de l'État, hein. C'est un pays avec une énorme, un État en faillite, hein, depuis des années, un peu comme la France aujourd'hui, mais on peut dire un stade encore plus élevé. Donc il a réussi à couper, je dirais, à réduire le mammouth, hein, pour utiliser une vieille expression française, à dégraisser le mammouth, alors notamment avec une politique contre les dépenses publiques, les travaux publics, etc. Il a aussi mis à la porte plus de 100 000 fonctionnaires. Donc,
On sait que c'est une politique de la tronçonneuse véritable, hein, avec des effets sur le social, forcément, mais en même temps, c'est vrai qu'il avait besoin de ce soutien américain. D'ailleurs, il le dit souvent, je suis l'ami de l'Amérique, quel que soit le président. À l'époque, il m'avait déjà dit ça quand il m'avait reçu à la Casa Rosada, quel que soit le président, qu'il soit démocrate ou républicain, je serai toujours pro-occidental. Pour lui, l'ami américain, c'est important, c'est celui qui va le soutenir. Il a été Et reçu c'est à vrai qu'il avait Mar-a-Lago, d'ailleurs, en Floride, chez Trump. Oui, alors il y va souvent. Hein. Il voyage très régulièrement aux États-Unis. Il se dit très proche de Trump, avec qui il partage évidemment cette culture capitaliste. Mais en même temps, il n'a pas grand-chose à voir avec Trump parce que Trump est plutôt quelqu'un qui protège son économie, hein, protectionniste. Et lui, il est pour un libre-échange total. Sans filtre. Et c'est vrai que ce sont quand même deux écoles de pensée. D'un côté, un libertarien capitaliste qui est Milley, et puis de l'autre, un homme qui roule d'abord pour les intérêts américains, avec une cité qui est Trump. C'est un libertarien finalement plus proche de Musk que de Trump en termes de philosophie. Hormis ce lien très fort avec Milley, Trump, il brutalise un peu cette Amérique latine que vous connaissez bien. Il renvoie les immigrants illégaux en Colombie. Il tord le bras du président, je ne sais plus comment il s'appelle, Gustavo. Voilà. Maduro. Il attaque les bateaux soupçonnés de faire du narcotrafic au large du Venezuela. On n'en est pas revenu, on en est revenu à l'époque, à la grande époque où la CIA fomentait des coups d'État en Amérique latine contre Salvador Allende, par exemple, au Chili, ou l'invasion de la Grenade, ou de Panama. On est revenu en arrière, là. Non, alors honnêtement, vous parlez de Gustavo Petro, le président colombien, et Nicolas Maduro, le président vénézuélien. Alors, c'est pas du tout la même époque qu'Allende. On a changé de monde. Il s'avère qu'aujourd'hui, par exemple, le Venezuela est une néo-dictature et qu'il y a tout un peuple. Il faut quand même écouter aussi les latino-américains. On n'est plus du tout à l'époque de Allende où il était soutenu par son peuple. Nicolas Maduro, personne ne le soutient actuellement au Venezuela et beaucoup de Vénézuéliens ont quitté le pays. 8 millions se sont exilés en Europe, aux États-Unis, pour fuir non seulement un État faillible au niveau de l'économie, mais un État répressif où les opposants sont enfermés, emprisonnés ou obligés de partir à l'étranger, c'est le cas des trois quarts, sauf Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix quand même, qui vit elle en clandestinité et est obligée de se cacher parce qu'elle est inquiétée. Donc voilà, Trump, il arrive quand même à un moment où beaucoup de pays latino-américains, ou en tous les cas beaucoup de peuples en Amérique latine, le demandent, ont besoin de cette aide américaine, et ils s'en fichent pas mal du passé, de la CIA, des opérations Condor. Ils veulent juste être libérés de tyrannie. Et je crois qu'il faut quand même en prendre conscience. Hein. On est dans un moment. Quand on voit ce volontarisme politique, on peut dire que la France, avec l'Algérie, est loin du compte. La France, elle commence un petit peu à changer, elle aussi, de discours. Hein. Pendant très longtemps, elle était gênée aux entournures. C'était quand même l'ex-colonie, l'Algérie. Il fallait faire attention. Bon, on voit qu'aujourd'hui, face à un mur, une absence de débat, de dialogue avec les autorités algériennes, la France est en train de franchir une nouvelle étape qui est elle aussi montrer un petit peu les muscles et d'arrêter d'être finalement dans une position toujours de contrition, certes judéo-chrétienne, mais complètement fragile et faible face à des gouvernements qui en profitent. Quand on voit la manière dont la France se fait chasser d'Afrique, tout en battant sa coulpe sur la France-Afrique, on peut se dire que dans ce monde qui voit le retour des empires, des prédateurs, la France est affaiblie finalement, ne se fait plus respecter. Vous avez beaucoup sillonné l'Afrique pour ça. Oui, alors c'est vrai que la France, à force de grande repentance, a fini par se ridiculiser, en fait, tout simplement. Vous savez, les Africains, si vous leur dites que vous êtes des nuls, ils vont finir par le croire et ils finissent par vous traiter comme des nuls. C'est le cas aujourd'hui de la diplomatie française un peu partout en Afrique, où malheureusement, le discours de Macron n'est pas du tout passé, et ils préfèrent écouter des gens qui les prennent de vis-à-vis, comme les Russes ou les Chinois, qui leur parlent d'homme à homme, plutôt que des beaux discours où on promet la démocratie, et puis il n'y a rien derrière. Donc finalement, il y a un grand changement en Afrique, comme en Amérique latine. On veut du donnant-donnant, on veut plus de ces beaux discours à la Baule
on vous promettait la démocratie, puis derrière, c'était toujours les mêmes Vous êtes magouilles. un, Donc voilà. vous êtes un journaliste écrivain assez éclectique. Vous avez écrit une histoire de la bossa nova. Vous avez écrit un livre sur Hugo Chavez, Henry Miller également. Et puis, tout récemment, un roman qui s'intitule Les Amants tristes, dont on ne sait pas s'il est autobiographique, mais en tout cas, vous posez une question. Peut-on s'aimer sans vouloir posséder ? C'est la grande question qui a touché, je crois, beaucoup de couples et qui, évidemment, n'est pas forcément la bonne question. En tout cas, je crains que dans l'amour passionnel que je décris dans ce roman, c'est toujours finalement le piège. C'est de se retrouver dépendant de quelqu'un et de vouloir l'emprisonner. Beaucoup de monde a vécu ce genre d'histoire. Le roman tente un petit peu d'explorer tout ça, et puis à travers notamment les belles paroles, parce que je le cite souvent, de Léo Ferré. Vous voyez, je ne suis pas un ultra-conservateur, je cite un libertaire, Léo Ferré, qui est celui qui a inspiré le titre, hein, Les Amants tristes. C'est une très belle chanson de Léo Ferré, qui est d'ailleurs un breton, hein, quelque part, parce qu'il a vécu tout près de Saint-Malo, et qui, pour moi, a été important dans ma formation intellectuelle, comme Henry Miller, que vous venez de citer. C'est un livre un petit peu libre sur l'amour, sur la passion, et qui essaye d'observer comment finalement un couple peut se déchirer alors qu'il partait dans un amour réciproque. Mais malheureusement, il faut parfois savoir mettre un peu d'eau dans son vin et ne pas penser qu'une personne va vous échapper parce que Oui. vous l'aimez. C'est pas Puis suffisant parfois d'aimer aussi, quelqu'un. il faut se soumettre pour durer, mais enfin ça c'est une autre histoire. Est-ce que vous trouvez finalement dans l'Amérique latine un peu ce côté passionnel et baroque, un peu loco, comme on dit, un peu fou, qui anime parfois votre parcours? C'est une très bonne question, je crois que tout à fait, en fait. J'aime par exemple l'Argentine, et Milei m'inspire de la sympathie, qui t'a choqué, comme Chavez m'en inspirait d'ailleurs, hein, de l'autre côté, par une espèce de franc-parler, de liberté dans les mots, qui malheureusement, dont on souffre aujourd'hui en France, dans cette France bien pensante, où dès que vous dites quelque chose d'un petit peu déplacé, vous êtes forcément raciste ou sexiste ou je ne sais quoi. C'est vrai qu'en Amérique latine, c'est pas encore tout à fait ça. Le wokisme qui génère, hein, le wokisme venu des États-Unis, qui génère un peu ce puritanisme de gauche, n'a pas tout à fait pris. Et Milei est très en guerre, hein, d'ailleurs, contre cette pensée unique venue des États-Unis, mais venue des démocrates, hein, des universités, des grandes universités américaines, des bourgeois, des riches de Boston ou Washington. Alors aujourd'hui, voilà, l'Amérique latine est encore un terrain de liberté, et c'est vrai que ça fait du bien, en fait, quand on quitte la France. Écoutez, François Ravière-Freland, nous serons quand même ravis de vous retrouver bientôt en France. Merci de votre contribution. Je rappelle donc le titre de votre livre, de votre roman, Les Amants tristes. Très beau roman, aux éditions Intervalle. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.